Bonjour à tous, Antoine Carteron, je suis le DG de Stuart pour la France et je suis ravi d'intervenir aujourd'hui sur le thème des enjeux de la livraison à horizon 2025. Donc c'est un peu prétentieux, voire ambitieux de couvrir ça en 15 minutes. On va plutôt parler de clés de compréhension des enjeux à 2025. On est un peu moins connu que Carrefour, que LVMH ou Yves Rocher, donc ça vaut le coup qu'on se présente en 2-3 minutes juste pour fixer le tableau. Nous, on appartient au groupe Géopost. Au sein du groupe Géopost, on est le spécialiste des flux de proximité des circuits courts. Notre mission, c'est construire une logistique pour un monde durable. Alors, on peut passer le premier slide. Ouais, voilà. Notre mission, c'est construire une logistique pour un monde durable. C'est-à-dire qu'on va s'intéresser aux flux qui partent des magasins, qui partent des entrepôts urbains ou d'entrepôts périurbains, qui peuvent être nos entrepôts ou les entrepôts de nos clients. Derrière, on a développé une technologie et grâce à nos algorithmes, on va optimiser la capacité des transports, on va optimiser les trajets, on va optimiser le choix du transport. Et ça, c'est un premier aspect green. Parce qu'aujourd'hui, le fait qu'il y ait la moitié des camions qui transportent du vide, c'est aussi des émissions de CO2 en plus. La deuxième partie d'une approche durable, c'est les flottes de transport qu'on va utiliser, les modes de transport qu'on va utiliser, qui vont du piéton, du vélo cargo, donc des flottes totalement décarbonées. Et puis après, si on doit utiliser des véhicules, on va privilégier des véhicules électriques ou au gaz. On est présent dans 3 pays, sur 3 verticales, la restauration avec des acteurs comme McDo ou Just Eat, la grande distribution avec Carrefour, Franprix, Monoprix et Auchan, le retail et e-commerce au sens large avec des acteurs comme Nike, Decathlon ou Leroy Merlin. On s'est lancé en 2016, on fait aujourd'hui 100 millions de chiffre d'affaires, enfin plus de 100 millions de chiffre d'affaires en 2019, donc on a eu une belle traction, on espère que ça va continuer. Pourquoi cette mission, construire une logistique pour un monde durable ? Une partie de la solution elle réside dans le slide d'après. Voilà, cette courbe, on la connaît tous, c'est la courbe des émissions de CO2. Elle est effrayante, clairement, elle nous dit que quelque chose va mal, elle laisse peu de place au doute ou au scepticisme et elle nous appelle à changer nos façons de faire de façon urgente. Et quand on s'intéresse un petit peu à la pollution, en fait, on se rend compte que 70% de la pollution, 70% des émissions, elles viennent des villes. Et quand on s'intéresse un petit peu à ce qui se passe dans les villes, on se rend compte qu'une bonne partie de la pollution, c'est le transport. Alors ça, c'est pas nouveau, c'est un peu une tarte à la crème, ce que je suis en train de dire. Ça fait des années que le régulateur se saisit du sujet. Il a attaqué beaucoup ces 50 dernières années par le prisme du transport de personnes. Donc on a développé des réseaux assez complexes de métro, de tramway, de bus, de partage de tous les véhicules pour réduire et juguler la pollution liée au transport. Malheureusement, malgré ça, la congestion a continué à augmenter dans les villes. Ça, c'est des stats qui sortent par exemple d'une dernière étude du World Economic Forum à Chicago, à New York, à Los Angeles, où les taux d'urbanisation se développent, mais pas énormément. La congestion elle continue d'augmenter. 30% ces 10 dernières années. C'est énorme. Et pourquoi ? Une partie de la solution, elle est liée au transport de marchandises. C'est le maire d'Amsterdam qui récemment disait qu'un véhicule sur 8 à Amsterdam, c'est un véhicule lié au transport de marchandises. Donc si on veut changer cette courbe qui est assez effrayante, il faut aussi repenser la façon dont on transporte les marchandises. Et alors ça, c'est la situation aujourd'hui. Qu'est-ce qui va se passer dans les années à venir ? Je veux bien le prochain slide. Il y a des tendances de fond qui sont des tendances qu'on connaît encore une fois. Le e-commerce se développe ces 5 dernières années au niveau global, au niveau mondial. Ça a été multiplié par 3. Qu'est-ce que ça change le e-commerce ? Enfin, non. Et on voit des verticales en fait, qui basculent complètement ces 2 dernières années. Des verticales qui historiquement étaient peu pénétrées, comme le DIY, comme le pet food, elles ont basculé dans le e-commerce. Il y a une pénétration du e-commerce. Qu'est-ce que ça change en termes de livraison, le e-commerce ? Avant, on alimentait un magasin pour une même unité de consommation. C'est-à-dire qu'on prenait un camion complètement plein, il allait en ville et il livrait un seul point de livraison. Le e-commerce, ça fait que ça va passer dans la chaîne logistique, dans le schéma logistique d'un transporteur. Et donc, ça va passer par des centres de tri. Et ensuite, il va y avoir une livraison unitaire de chaque personne. Donc, on va faire des grandes tournées et on va livrer plein de personnes. Et donc, pour une même unité de consommation, on va polluer beaucoup plus. C'est un fait. C'est très bien le e-commerce pour le consommateur. Mais en revanche, pour nos villes, c'est un peu moins bien. La deuxième tendance, on en a parlé beaucoup ce matin, on veut livrer plus vite ou on veut livrer sur des créneaux. Historiquement, un transporteur, il optimisait vraiment ses tournées sur la journée, puisqu'il ne donnait pas de créneau, ce n'est pas le client qui choisissait son créneau. Et ça voulait dire qu'à chaque fois, le point de livraison suivant, c'était le point le plus proche. Une fois qu'on rentre dans un modèle de créneau et qu'on laisse le choix au consommateur, le point suivant de la livraison, ce n'est pas le point le plus proche, c'est le point qui respecte le créneau du client.
Et donc les tournées sont moins optimisées, donc on pollue plus. D'un point de vue consommateur, moi je vois très bien pourquoi je veux un créneau, hein. C'est très très clair, hein. J'ai pas envie de rester samedi après-midi chez moi et d'attendre de me faire livrer et de pas savoir quand je me fais livrer. Donc le bénéfice consommateur, il est là, le bénéfice sociétal, il n'est pas là. Et on ne peut pas, en tant qu'enseigne, on n'est pas une enseigne, mais on imagine bien que vous ne pouvez pas proposer à vos clients une promesse moins-disante sous couvert de green. Ça ne va pas marcher. Il faut qu'on invente une promesse green qui est à ISO coût et à ISO promesse. Sinon, on n'arrivera pas à développer, une solution green at scale et de façon majeure. Bon, il y a des bonnes nouvelles, hein. Il n'y a pas que des mauvaises nouvelles. Ça, c'est des tendances de fond qui vont plutôt dans un sens contraire à une tendance responsable pour la planète. Il y a des bonnes nouvelles, c'est que le parc de véhicules, il se renouvelle. Donc petit à petit, on élimine des véhicules sur la route qui étaient des véhicules très polluants et on les remplace progressivement par des véhicules qui peuvent être thermiques aussi, mais qui sont moins polluants. Bon, malgré ça, malgré ces évolutions qui sont parfois positives, le World Economic Forum, il nous dit la semaine dernière que si on ne fait rien, à horizon 2030, il y aura 30% de véhicules en plus, enfin un peu plus de 30% de véhicules en plus dans nos villes et 30% d'émissions de CO2 en plus. Donc ça nous appelle à changer nos façons de faire. Je viens le slide suivant. Alors nous, on pense qu'on peut mettre un modèle en place qui est beaucoup plus vertueux et c'est basé sur des constats assez simples en fait. Il y a un premier constat, c'est plus le mode de transport est green, plus l'autonomie est faible et plus les distances qu'on peut courir sont faibles. C'est hyper simple ce que je dis, mais un piéton, ça va moins loin qu'un vélo, qui va moins loin qu'un véhicule électrique, qui va moins loin qu'un véhicule thermique. Voilà. C'est tout simple, mais ce constat-là, ça appelle à changer un peu le schéma logistique qu'on a derrière. Vu qu'on peut gérer moins d'autonomie et moins de distance, il faut entreposer la marchandise plus proche du consommateur final. Le deuxième constat, c'est qu'aujourd'hui, on transporte beaucoup de vide. C'est horrible, mais même quand on pense que les tournées sont optimisées, que la petite camionnette, elle part, elle est remplie, rapidement, elle n'est pas remplie, parce qu'on ne la remplit pas au milieu de la tournée. Hein. Donc, elle se vide et la moitié du trajet, elle est par définition à moitié vide. Et puis, si on commence à penser à ce qu'il y a à l'intérieur des cartons et que les cartons ne sont pas optimisés, qu'il y a du vide dans les cartons, voilà, on commence à se faire peur et à se dire qu'on transporte massivement du vide. Voilà. Donc ça, c'est deux constats simples. Derrière, nous, on a tiré un modèle qui est une façon de penser une livraison plus green. Il y en aura d'autres, on est constamment en train de les réinventer. Et on en a parlé un petit peu ce matin dans plusieurs interventions. Ce modèle green, pour nous, il passe par des tractions la nuit qui alimentent des points de concentration, des entrepôts de centre-ville. Donc ces tractions la nuit, elles peuvent être faites en poids lourd, elles peuvent être faites en poids lourd éco-responsable, et ça permet de massifier jusqu'au dernier moment la livraison de centre-ville et de rapprocher la marchandise du consommateur de façon hyper massifiée. Donc ça nécessite de travailler avec les autorités, mais c'est un moyen d'alimenter, sans avoir d'impact sur la congestion en centre-ville, de façon hyper massifiée, des points de concentration. Ces points de concentration, pour nous, en centre-ville, ils doivent être mutualisés entre les enseignes. On le sait tous, le foncier en centre-ville, ça coûte cher. Et donc, c'est difficile pour une enseigne de pouvoir payer et trouver un modèle économique qui fonctionne avec du foncier de centre-ville. Donc, pour moi, ils doivent être mutualisés, donc à la main de logisticiens, à la main de transporteurs. Aujourd'hui, ils seront manuels, entre guillemets. Demain, ils seront mécanisés. Et il y a des solutions qui existent et qui se développent. Quand on voit Ocado, qui a des entrepôts qui, dans le domaine alimentaire, je pense que vous connaissez tous Ocado, qui a développé ce qu'ils appellent des ruches, qui permettent, en fait, sur une même surface, de stocker 15 fois plus de SKU que leurs concurrents. Donc on peut être 15 fois plus efficient sur nos entrepôts avec de la robotique préparée très vite. 15 fois plus efficient, ça veut dire qu'encore une fois, il y a du vide dans nos entrepôts et qu'on peut optimiser les surfaces. Ça, c'est important dans un monde où on veut avoir accès à des surfaces de centre-ville, des surfaces qui coûtent cher. Une fois qu'on a rapproché la marchandise du client final, on va pouvoir le livrer en moyen doux. Là, je ne vais pas vous annoncer de grosses coupes, il n'y a pas un moyen doux, un moyen green qui est optimal et qui marche à chaque fois. Nous, chez Stuart, ces 4 dernières années, on en a testé plein. Et mes convictions d'il y a 3 ans, ce n'est pas les mêmes que mes convictions d'aujourd'hui, ce n'est pas les mêmes que mes convictions de demain. 1, parce qu'il y a plein de véhicules qui apparaissent sur le marché. Et 2, parce que maintenant, je suis convaincu que le bon véhicule, il dépend du schéma urbain local, en fait. Donc mes convictions sur tout ce qui est cycle, vélo cargo, où à Paris, je me disais, ça ne va pas trop marcher, je ne vois pas bien le modèle économique. Elles sont un peu moins les mêmes aujourd'hui. On a vu apparaître ces derniers mois dans Paris des vraies voies propres cyclistes. Et quand on écoute la maire de Paris qui nous annonce que
Probablement, si elle est réélue, elle ira beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin dans ce domaine-là. On se dit qu'en fait, je suis en train de changer mon fusil d'épaule et me dire il y a certains cycles qui vont être hyper efficients en centre-ville à Paris. Ça ne sera pas le cas dans toutes les villes. Donc voilà, c'est vraiment un véhicule éco-responsable adapté à une situation locale. La technologie, on l'a dit, on transporte essentiellement du vide. Donc c'est hyper important de mettre en place des technologies, ce qu'on appelle des technologies de pooling, qui vont en temps réel mutualiser une distribution et une collecte. Ça veut dire qu'au milieu de ma tournée, quand je suis en train petit à petit de vider mon véhicule, si je peux récupérer des colis pour faire une livraison, insérer une nouvelle livraison et petit à petit re-remplir mon camion, donc en temps réel, tout le temps, adapter la capacité de mon camion, je contribue énormément à réduire la pollution. Ça, c'est des technologies qui existent pas exactement sur le marché, mais il y a beaucoup de gens qui avancent là-dessus, on fait partie de ces gens-là. Le dernier sujet, on l'a dit, en fait, le e-commerce, ça a baissé le taux de groupage, puisqu'on livre de façon unitaire. Il faut essayer de retrouver un peu de taux de groupage. Donc ça, il y a des modèles de consignes qui se développent, des consignes à bas coût, qu'on pourrait mettre dans des quartiers de façon beaucoup plus densifiée, qu'on pourrait mettre dans des immeubles. Et donc ça va permettre de retrouver un peu de taux de groupage et surtout de désynchroniser les flux de livraison des flux de réception. Et donc de sortir de ce modèle de j'ai un créneau à gérer, donc je désoptimise mes tournées. Voilà, ça c'est un modèle qu'on pense plus vertueux. Et ce n'est pas un modèle où on se dit on va pouvoir le tester à horizon 2025. C'est un modèle qu'on teste aujourd'hui et qu'on est convaincu de pouvoir déployer de façon massive et à grande échelle à horizon 2025. Les infrastructures de proximité, Stuart, nous on en a déjà, il y a d'autres acteurs qui en ont déjà. Les flottes de véhicules, on en a parlé, nous on a testé énormément de choses ces dernières années, c'est un secteur assez foisonnant. Les algorithmes de pooling, on en teste chez Stuart, on n'en teste pas encore à grande échelle, mais on en teste chez Stuart, c'est des choses qui existent. Augmenter le taux de groupage avec des consignes à bas coût, c'est plutôt le rôle de Géopost. Il y a des gens chez Géopost, au sein du groupe Géopost, qui travaillent beaucoup là-dessus. Donc ça, c'est des modèles qui peuvent être mis en place et qui existent dans les faits aujourd'hui. Je veux bien la stade suivant. Alors il y a d'autres enjeux aussi pour la livraison à horizon 2025. On en a parlé beaucoup ce matin. Il y a des enjeux de répondre aux attentes des clients. Donc livrer plus vite, livrer sur des créneaux, donner plus de visibilité. Le paradoxe de la livraison aujourd'hui, c'est que plus j'achète un bien cher, moins bien je suis livré. Aujourd'hui, quand je dépense 12 € dans un burger, je sais ce qui se passe, la livraison est rapide, le créneau est souvent respecté, je peux appeler mon coursier. J'ai une expérience de livraison qui est plutôt bien. Quand j'achète un canapé à 500 €, elle est un peu moins bien, me donne moins de visibilité, moins de respect du créneau, moins de créneaux. C'est moins bien. Si j'achète une voiture ou si j'achète une cuisine, c'est encore pire. On me dit vaguement quel jour je vais être livré. Donc plus je dépense, moins bien je suis livré. Ça, c'est un paradoxe et il faut qu'on y mette fin. Il faut qu'on y mette fin et ça passe beaucoup par de la techno. Donc des technos avec des algorithmes qui sont performants pour pouvoir livrer et respecter le créneau. Des technos où on donne de l'information en temps réel au client final. Le dernier sujet, c'est le sujet des livreurs. On a parlé un peu de drones ce matin, de véhicules automatiques. C'est des solutions, mais c'est des solutions qui vont se déployer à grande échelle à horizon 10, 15 ans, 20 ans. Ça veut dire que la croissance qu'on a dans les 5 prochaines années, il va falloir l'absorber avec des humains. Voilà. La livraison, c'est avant tout des hommes. Et donc, une croissance exponentielle du nombre de colis, ça veut dire une croissance exponentielle du nombre de livreurs. C'est un secret de polichinelle dans l'industrie, mais à horizon 5 ans, on n'aura probablement pas assez de livreurs. Voilà. Donc une partie de la solution pour nous, elle réside dans le fait d'appartenir à un grand groupe, Géopost. Donc on va pouvoir former, pouvoir repenser et anticiper ces pénuries. Une partie de la solution pour nous aussi, c'est ouvrir un peu le scope de la livraison. Et donc quand on utilise des moyens qui ne sont pas motorisés, des piétons, des vélos, on s'adresse à une frange de la population qui est un peu plus large. Et donc on peut faire face à cette pénurie. Quand on s'adresse à des gens qui veulent travailler sur des horaires un peu plus flexibles, entre guillemets, on ouvre le scope de la livraison et donc on peut faire face à ces pénuries de livreurs. J'arrive à la fin de ma présentation. L'idée, c'était de donner des clés de lecture sur la livraison à horizon 2025. Le constat, il est alarmant aujourd'hui, mais je suis convaincu, et on a touché quelques points aujourd'hui, qu'on peut mettre en place des modèles qui vont répondre aux enjeux des clients, des modèles qui vont répondre à nos impératifs
économiques et des modèles qui vont répondre aux enjeux climatiques. Merci beaucoup, n'hésitez pas à passer à notre workshop après.